And this is why we raised the critical issue of China's support for Russia's war of aggression against Ukraine. Le grand problème pour Volodymyr Zelensky avec ces révélations, c'est qu'elles clochent tellement avec l'image qu'il s'était créée avec son personnage fictif Vassil Holoborodko dans la série Serviteur du peuple. Je me félicite de l'adoption ce matin de 30 sanctions visant des individus et des entités ayant porté atteinte aux intérêts de la France. Oui, bonjour à tous. Bon, nous sommes le 20 février, dans quelques jours, 4 ans de guerre, 4 ans de guerre. On va retourner un peu et voir un peu ce qui s'est passé pendant ces 4 ans. D'accord? Alors, juste après la rentrée des Russes en Ukraine, voilà ce que disait Vincent Herouet. Alors sur quoi s'appuie Vladimir Poutine pour intervenir? En fait, c'est le décalque d'une intervention précédente, celle des otaniens, celle des occidentaux, en 98 au Kosovo. Et donc on a entendu le président la nuit dernière expliquer qu'il y avait un génocide en cours. C'était le même alibi qu'avançait l'OTAN en 98 avec le génocide des albanophones du Kosovo, et il a expliqué qu'il intervenait pour finalement rendre la justice et traîner devant un tribunal. C'est pas la CPI, on sait pas lequel très bien d'ailleurs, mais rendre la justice et faire rendre gorge donc à ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir à Kiev. Alors voilà, rendre gorge aux gens à Kiev. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, c'est une intervention qui a été très rare dans nos médias, en disant que les Russes, finalement, ils étaient intervenus pour sauver les russophones du Donbass. Il est vrai que quand l'événement a eu lieu, beaucoup de gens ont eu déjà cette approche-ci, comme si jamais les choses ne commençaient que à cette date-là, alors qu'il y a une antériorité de 8 années où les Ukrainiens bombardaient, attaquaient et tuaient les ressortissants russophiles du Donbass et de toute la région. Donc, les Russes sont venus intervenir pour protéger leurs ressortissants, leurs compatriotes, des personnes avec qui ils partagent la culture et autres. Et bien sûr, il y avait un narratif qu'il fallait présenter, les méchants Russes qui attaquaient les Ukrainiens, en oubliant qu'il y a eu un précédent, et c'est ce précédent-là qui a amené cette intervention, chose d'ailleurs sur laquelle ils ne sont pas revenus, alors que eux-mêmes, quand je parle de eux-mêmes, je parle de l'Occident, de l'OTAN en particulier, ils avaient déjà eu à se démarquer au niveau du Kosovo, où ils ont créé ce précédent-là. Donc, il y a déjà eu de précédents, et ces précédents-là ont été initiés par les Occidentaux, par les forces de l'OTAN, qui ont fait comprendre qu'il y a des personnes qui pouvaient intervenir unilatéralement dans des situations où les choses pouvaient continuer de cette manière-là. Donc, il y a eu un précédent, aussi bien par l'intervention de l'OTAN, mais il y avait aussi un précédent dans la situation même en Ukraine. Tout le monde aujourd'hui parle toujours de 2022 comme étant le départ de toute chose, en oubliant, en masquant une période antérieure qui, justement, est une période durant laquelle il y a eu les prémices qui ont préparé ce qui est arrivé. Donc, l'invasion de février 2022 n'est qu'une conséquence de ce qui a précédé. Et toi, Philippe, toi qui justement connais bien l'Ukraine, Oui. quel a été... alors, tu connais des Ukrainiens des deux côtés, je suppose, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. La population a été surprise parce qu'ils n'avaient pas les mêmes informations que nous. On leur disait autre chose, évidemment, aux informations ukrainiennes. Mmh.
Et une peur panique a pris la majorité des gens, même à l'ouest, puisque la personne que je connais là-bas a pris ses clics, ses claques rapidement, les enfants mis dans la voiture et parti pour pas traverser la frontière polonaise. Et quand elle a vu qu'il y avait 4 jours pour passer la frontière, elle a fait demi-tour. 4 jours. 4 jours de bouchon pour arriver jusqu'à la frontière et passer la frontière polonaise et passer de l'autre côté. Elle a fait demi-tour parce qu'elle n'avait pas prévu de vivre, d'eau, ni rien pour les enfants, pour elle-même, et ni rien. Donc, du coup, elle a fait demi-tour en ayant la peur au ventre. Et les gens, les hommes qui étaient mobilisés, envoyés direct dans les casernes. Certains ont réussi à se faire réformer pour telle ou telle raison. Mais déjà, dès le début, c'était violent. Et sinon, moi, je n'ai pas été vraiment surpris parce que moi, ça faisait depuis 8 ans que je me disais, mais c'est pas possible, les Russes vont intervenir à un moment donné. Quand il y a eu le 2 mai 2013, que je ne me trompe pas, oui, à Odessa, les gens qui ont été assassinés et brûlés là, dans ce théâtre, je me disais, je m'attendais à une intervention là, quoi, et il n'y avait rien eu. Donc, il y a eu la patience qui a été usée, jusqu'au moment où ça pétait, quoi, et voilà. Et donc, moi, j'étais un peu surpris comme tout le monde, parce que je me suis réveillé le matin et je reçois les coups de téléphone de Russie en me disant, t'as vu le message, t'as écouté le message. Et puis, après, on a écouté le message de Poutine qui annonçait qu'il y a une intervention spéciale. Et les objectifs, qui sont toujours les mêmes aujourd'hui, d'ailleurs. Et voilà, quoi que disent les médias occidentaux et ukrainiens. Oui, alors les objectifs, c'était la dénazification, d'accord? C'était comment dirais-je, stopper les attaques contre le Donbass, sur Donetsk et Lugansk, et de donner l'autonomie, et d'aller jusqu'à Odessa pour traduire devant les tribunaux les criminels du 2 mai 2013. D'accord. Voilà, ça c'était les objectifs. Et ça a été changé lorsque les accords ont été capotés. Et là, à ce moment-là, les Russes ont dit, à ce moment-là, on annexe. Voilà. Alors, on va écouter un truc justement sur la dénazification et sur Azov. Quand Poutine dit qu'il veut dénazifier l'Ukraine, il parle du bataillon Azov, anciennement régiment Azov, qui est un bataillon de volontaires rattaché directement au ministère de l'Intérieur et qui a choisi comme emblème le symbole de la division Das Reich, ceux qui ont massacré Oradour-sur-Glane et les autres. Donc il fait clairement référence à ce bataillon-là qui assume des positions anti-slaves extrêmement racistes, virulentes et antisémites. Plusieurs sources affirment que des chars russes seraient entrés sur le territoire ukrainien ces dernières 24 heures. Sur ces images satellites, des chars et des troupes massées près de Bolgorod. Ici, en route direction Rostov, toujours en Russie, mais toujours plus proche des frontières ukrainiennes. À Moscou, le Parlement a entériné la volonté de Vladimir Poutine de déployer l'armée dans le Donbass. Oui. Alors, cette dénazification, ça a été fait, non? On peut dire que non. Elle est en cours. Elle est en cours. Parce que là, je vois les images sur Ternopil. Ternopil, c'est là où il y a le bataillon Azov. Ternopil, Lvov. Et là, je vois tous les jours, des convois funéraires qui emmènent les cadavres au cimetière, les cercueils au cimetière, avec les drapeaux Azov. Donc, je pense qu'ils sont visés par les Russes encore plus que d'habitude. Ils sont certainement en première ligne, non? Oui. Mais alors, Philippe, qu'est-ce qui s'est passé? On est, disons qu'on est le 26-27 février. Et toi, tu as des nouvelles à partir de là? Les nouvelles que j'ai, ça vient seulement de Russie, simplement. Uniquement. Et les Russes qui me disent, on est derrière pour les Russes, c'était la dénazification, c'est-à-dire la guerre patriotique de 1945, et de finir le travail qui n'avait pas été terminé là-bas, mais c'est tout. Et pour les Ukrainiens, eux, c'est aussi la vengeance de 1945, mais de l'autre côté, quoi. Et donc,
Et ils continuent à s'affronter comme ça. Et oui. Et là, vous avez des familles qui sont divisées. C'est-à-dire que vous avez des Ukrainiens qui sont en Russie, des Russes qui sont en Ukraine, parce que ben, voilà, c'est des cousins, des cousines, des neveux, des nièces, ben, voilà, c'est. Et toi, tu connais des russophones? Oui. Et alors, qu'est-ce qu'ils te disent, ces russophones? Alors, j'ai rencontré des russophones ukrainiens qui sont à Paris Mhm. récemment. Bah, ils sont un peu, ils sont encore sonnés, hein. Ah oui. Ils sont toujours un peu quand même sonnés, et puis bon, ils savent pas trop quoi, sur quel pied danser. Ils essayent de s'en sortir comme ils peuvent dans les pays où ils se trouvent. Et ce qui n'est pas évident parce qu'il faut réapprendre une langue, faut s'intégrer, il faut trouver une voie professionnelle pour nourrir sa famille. Et voilà, c'est compliqué. Et alors, il y aurait combien d'Ukrainiens qui sont partis depuis Oh. 2022? Ah bah là, je pense qu'il y a des millions, hein, parce que quand on voit en Pologne le nombre, en Allemagne, nous en France, on en a beaucoup aussi. Oui. Je vois la dernière fois que je suis allé à Paris, je descends, j'ai voulu aller quartier latin pour visiter, je sors du métro, une Mhm. boulangerie, j'y vais, je rentre. Bah, laboratoire, c'était une Ukrainienne qui faisait la pâtisserie. À la caisse, c'était une Ukrainienne qui encaissait. Je vais dans un magasin russe pour prendre des produits russes pour me ramener à la maison. Et bah là, c'était ukrainien aussi. Donc, les Ukrainiens, ce sont des gens courageux. Oui. D'accord? Ce ne sont pas des gens qui essayent de profiter de la situation pour vivre d'aide, quelque chose comme ça. C'est des gens qui sont courageux, qui cherchent à travailler, et à avoir de l'ambition et faire des choses, etc. Oui, oui. Voilà. C'est ce que je vois en À France. travailler, etc., à bosser, quoi. Ah, complètement. Puis bon, il y en a qui ouvrent des business, hein. Sur Paris, il y en a qui ont ouvert des restaurants, ou des Ouais, ouais, épiceries, ouais. ou boulangeries. Voilà. Tu sais, Michel, oui. Philippe, on ne serait pas aujourd'hui en train de parler de 4 années si dès le départ, l'Europe n'était pas venue, l'Europe et l'Occident en général, je vois l'Angleterre, je vois les États-Unis, n'étaient pas venus s'aimer la discorde. Il y avait une entente qui existait. Il y avait un projet qui non seulement allait préserver les milliers des Ukrainiens et des Russes pour les garder en vie, que les oblasts allaient être autonomes. Tout ce qui pouvait être en faveur de l'Ukraine a été balayé par ceux qui ont promis qu'ils allaient soutenir les Ukrainiens parce que de toute façon, on allait mettre l'économie de la Russie par terre, nous allons pouvoir imposer notre politique. Et c'est là où on voit, par exemple, deux approches complètement différentes pour des situations qui étaient presque similaires. En 2008, avec la situation avec la Géorgie, où c'est l'Union européenne, à travers Sarkozy, qui est venue aider à ce que la situation ne dégénère pas. Oui. Mais dans ce cas ici, on a eu une situation inverse, où on est venu s'aimer des désordres, s'aimer la zizanie, qui a fait que, jusqu'à aujourd'hui, la guerre continue, un pays complètement détruit, des ressources complètement abîmées, un potentiel démographique qui a été complètement anéanti, avec les gens qui sont partis, avec les gens qui sont décédés, un pays qui est mis par terre, complètement par terre, et qui ne sera plus jamais ce qu'il a été à un moment avant la guerre. Et ça, Oui. c'est quelque chose que vraiment, je dirais que personnellement, j'en veux aux Occidentaux parce qu'ils avaient leurs propres agendas et les Ukrainiens n'ont été qu'un simple prétexte pour atteindre leurs objectifs. Oui, Oui, d'autant plus que à Istanbul, la paix était presque signée, hein. Et oui, oui, oui. On était mais oui. en mars 2022, il y a 4 ans, enfin, oui, Mhm. 4 ans de guerre. Combien de millions de morts, on n'en sait rien, en fait. Mais enfin, bon, de toute façon, c'est 1 million et quelques, certainement.
Donc, Oui, c'est vraiment fou. Et on n'a rien envoyé finalement aux Ukrainiens. Il faut, des promesses. mais on a presque rien, presque C'est rien. ça. Mais regardez ce que disait Monsieur le maire. Monsieur le maire. Alors, où l'ai-je mis? Oui. Mais il le Sanctions croyait sont évidemment. efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Alors là, c'était en février 2022. Ils y croyaient vraiment. Ils se disaient, ça y est, on les a, on va Non pouvoir seulement, les descendre. non seulement qu'ils y croyaient, mais ils étaient justement en train de planifier l'après, parce que pour eux, c'était une évidence que la Russie allait s'écrouler, que les choses allaient mal se passer pour les Russes, et donc on prend des mesures pour mettre ce pays par terre. Pour moi, ça, et je sais, je risque de passer pour un pro-russe, comme certaines personnes m'ont dit, mais pour moi, c'était une déclaration de guerre que l'OTAN et l'Occident a déclaré vis-à-vis à la Russie. Et je trouve que le président Poutine a eu beaucoup de maîtrise Oui. pour ne pas se laisser emporter. Parce que imaginez que c'était Medvedev qui était Ouais. à la tête, on parlerait d'autre Jaruzelski. chose aujourd'hui. Et Jaruzelski, qui est décédé Et entre-temps. tout à fait. Ouais, ouais. Lui, alors lui, c'était carrément, il voulait atomiser là-bas. Hein. Oui, Poutine était le plus calme, le plus Oui, oui. tranquille, hein, parce que tous les autres autour, c'est ouf, quand on les écoute. Mais alors, bon, quand il y a eu le maire qui a déclaré ça, on s'est dit, bon, ben, les sanctions vont marcher. Eh bien oui, il pensait que les sanctions allaient marcher. Et Ouais. finalement, Philippe, est-ce que les Ukrainiens voient que les sanctions marchent? Non. Ils voient très bien que ça ne marche pas. Ils voient très bien qu'on ne leur envoie pas assez d'armes. Parce que Johnson disait, on va être derrière vous pour essayer de vous armer un maximum. Mais finalement, qu'est-ce qu'on envoie là-bas? En tout cas, les Français. Et alors, Et qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'est-ce puis qu'ils bon, te le fait disent? est que les Russes ont été surpris par l'avancée technologique ukrainienne quand même au début, avec les drones, Oui. et que les Russes ont très rapidement, Avec les javelins, tu veux dire? oui, oui, ils ont très vite repris le dessus et compris les choses et avancé, et puis industrialisé carrément la chose, et que l'Ukraine et puis l'Occident n'a pas pu faire. Oui, puis les Russes ont été surpris avec les missiles Javelin Ouais, au moment où ils sont entrés en Ukraine, ça c'est sûr. ouais. Ouais. tu sais, Oui, Philippe, moi, j'aimerais juste souligner ceci. Je pense que une fois que les choses vont se terminer, parce qu'ils se termineront à un moment, Bien sûr. oui, c'est vrai, oui. des personnages comme Boris Johnson, etc., devraient être poursuivis pour incitation à la guerre qu'il y a eu. Ce sont des personnes qui doivent rendre compte Ah bah, ils ont les des mains pleines de sang, oui. des responsabilités et sur ce qui se passe aujourd'hui. Et malheureusement, ce sont justement ces personnes de qui on va dire des choses, mais il ne va rien se passer. Et c'est ça qui me met dans tous mes états quand on parle de ce genre de situation. Bon, il faut savoir qu'en Michel, 1945, les officiers allemands se sentaient aussi à l'abri et protégés. Hein, ils, Oui, ils c'est sont vrai. passés quand même à Nuremberg. Hein, donc, il n'y a pas Michel, Je tu, crois tu que as dit qu'il faut traduire Boris Johnson, excusez-moi, devant le tribunal, je suis d'accord, mais tu as oublié une deuxième personne qui aussi est très importante, c'est Madame Loulan. c'est clair. Madame Loulan a commencé déjà par distribuer les biscuits à Place Maïdan. Déjà. Non, Ah, mais parce ça, que moi, d'accord. je suis très, très minutieuse au niveau de précision. Et maintenant, je pense que monsieur, vous avez tout dit. J'ai rien à ajouter. Je voulais juste ajouter l'aveuglement de l'Occident.
L'aveuglement, l'Occident, s'il vous plaît. Je suis enfant depuis un certain nombre d'années. J'ai toujours entendu parler de la bouche de Madame Simone Veil, de Monsieur Karl Lagerfeld, les nazis en Ukraine. Même maintenant, si vous êtes curieux, vous pouvez aller sur YouTube et vous tapez qui chassait les nazis, anciens nazis, c'est Monsieur Karl Lagerfeld. Hein. Ils ont dit que justement à Kiev, c'est le nid des néo-nazis. Hein. Ensuite, 2022, Biden l'a dit, les Européens, il faut me suivre. Donc, ils ont suivi comme un seul homme. Ils ont complètement oublié que l'Ukraine était un pays, il y avait beaucoup de nazis. Hein. Ils ont complètement oublié. D'ailleurs, Philippe peut en témoigner. Hein. Philippe, tu peux en témoigner toi-même. Voilà. Cette présence Voilà, donc maintenant, je parle de la presse occidentale. Je ne parle pas des gens ordinaires comme nous, je parle de la presse occidentale est complètement biaisée, dénigrer complètement la Russie. Et ils ont oublié le discours de président Poutine en 2007 à Munich. Première chose. Hein. Deuxième chose, les deux Minsk qui ont signé entre monsieur Hollande, je l'appelle gros boudin, avec madame Merkel, tout ça, c'est pour que l'Ukraine, justement, soit plus forte plus tard, pour battre la Russie. C'est ça le motif. Biden, écoutez, la guerre contre la Russie pour faire faiblir la Russie, ça commençait déjà bien avant Biden. Hein? Obama, il n'a pas pu le faire parce qu'il a reçu tout de suite, cadeau du ciel, prix Nobel de la paix. Donc, il n'a pas pu le faire. Donc, ceux qui sont après, qu'ils ont seulement fait les choses qu'ils ont déjà planifiées. Donc, le motif principal, c'est de battre la Russie. Voilà. Et maintenant, c'est une guerre civile. Je suis tellement étonnée, Philippe, si vous pouvez me dire, parce que vous connaissez les Ukrainiens, pourquoi ils ne se révoltent pas? Parce que c'est dictature? Parce que Zelensky, c'est un dictateur? C'est pas ça. C'est l'éducation qui commence dès l'école, dès le plus jeune âge. Ensuite, il y a les relations familiales. Je discute avec une Ukrainienne qui était de langue russe, qui a complètement abandonné la russe. Pourquoi? Parce qu'en 1945, ses grands-parents, oncles, ont été tués par les Russes, par l'armée russe. Et je lui ai dit, mais ils ont été tués comment? Massacrés à la ferme ou ils étaient en uniforme? Elle dit, je ne sais pas, mais on va montrer simplement leur tombe. Il dit, je hais les Russes à cause de ça. Ben, j'ai dit, oui, mais il y a peut-être quelque chose. Vu que les Ukrainiens ont combattu auprès des Allemands, ils ont peut-être été du côté allemand. Et ça, oulala, qu'est-ce que j'avais dit? C'était. Ouais. Mais alors, voilà. Toi, Philippe, qui a vu les gens d'Azov, apparemment, mais alors, ils se trimballent vraiment avec des insignes Ah, mais sans vergogne. Et puis les drapeaux rouge-noir, oui, bien sûr. Oui. Ah, oui, oui. Et sur les cercueils, vous avez les décorations, vous avez tout. Hein. La panoplie est liée. Oui. Et quand un cercueil arrive pour le cimetière, ça se passe en voiture. Vous avez les voitures qui accompagnent à l'avant et à l'arrière, qui entourent, avec les drapeaux ukrainiens et Azov, et les sirènes, et les gens doivent s'incliner devant les cercueils. Oui. Et là, il y a une loi qui est passée pour qu'à 9h du matin, chaque jour, le tocsin sonne dans les villes et la vie s'arrête. Les gens s'arrêtent là où ils sont et ils attendent que le tocsin s'arrête. Mais alors, est-ce qu'ils ont un discours national-socialiste, ces gens-là? Oui. Hein. Alors, je n'ai pas entendu de trucs par rapport aux Juifs, comme en 1945. Oui. C'est essentiellement tourné sur les Russes. D'accord. Mais oui. Oui, et Philippe, vous avez bien vu à Lviv, hein, il y avait encore, il n'y a pas longtemps, le statut de Pandera. Ah ben, il n'y a pas qu'à Lviv. Hein. Devant le musée, il y avait des rues qui portaient son nom. Ben, et pourtant, Pandera a assassiné 100 000 Polonais en 1941. L'affaire Vowing. Voilà. Donc, écoutez, maintenant, on dit que les Ukrainiens, ils sont pauvres. Bien sûr qu'ils sont pauvres parce qu'ils sont sous la guerre. Et dans la guerre depuis 4 ans, moi, je les déplore.
Mais quand même, Et quand les grosses même, les voitures. Russes, comme dit tout à l'heure Michel très exactement, le Russe, c'est pas parce que M. Poutine se lève pied gauche et puis disait bon, on va attaquer l'Ukraine, c'est juste pour faire plaisir. Non, ce problème-là, ça existait depuis avant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il y a eu quand même, il y a eu quand même un aveuglement européen quand même. Oui, Parce oui. que écoutez Madame von der Leyen. The Russian military is taking chips from dishwashers and refrigerators to fix their military hardware because there are no semiconductors anymore. That has put Russia's economy on the path of oblivion. That is the price for Russia's and Putin's trail of death and destruction. And I want to make it very clear. The sanctions are here to stay. This is time for us for resolve and not for appeasement. This has to be very clear. Oui. Oui, les machines à laver. Michel, tu as peut-être quelque chose à nous dire là-dessus. Je suis surpris qu'il n'y ait pas une pénurie de machines à laver en Russie, avec tout ce qu'il devait avoir comme plus à récolter. Tu parles d'aveuglement, je pense pas qu'il y a un aveuglement. C'est possible que pour certains, il peut y avoir une forme d'aveuglement, mais je pense plutôt qu'il y a un agenda qui a été mis en place. Oui. Et l'agenda en question, c'est l'élimination de la Russie, ce fameux projet de morceler la Russie en petites républiques, en petits pays qu'on pourrait plus facilement contrôler, qu'on pourrait plus facilement diriger. Donc, il y avait une politique qui a été établie et les autres ont abondé dans cette politique-là. Nous présenter les choses sous un certain angle pour, bien sûr, et c'est un peu ce que je crois, M. Conessa disait, la politique où tu dois diaboliser ton adversaire pour lui montrer que c'est lui le méchant, il est dans toutes ses positions, la personne qu'il faudrait détruire, etc., pour que les gens puissent soutenir une telle situation. Il n'y avait pas, à mon avis, vraiment un aveuglement. Je pense qu'il y avait plutôt un agenda qui devait être atteint. L'aveuglement, c'est peut-être au niveau des personnes qui suivent les informations à la télé sans nécessairement prendre le temps de corroborer les informations, de recouper les informations avec d'autres sources. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens qui disent, puisque c'est dit à la télé, c'est que c'est vrai. Je suis totalement d'accord avec Michel. C'est pas un aveuglement. Madame von der Leyen, c'est une bonne femme qui avait son agenda aligné sur les agendas des Américains. De quel pays vient von der Leyen? L'Allemagne. Voilà, l'aveuglement vient de là. Pour moi, c'est pas l'aveuglement. Aujourd'hui, c'est la suite de 1945 pour moi. C'est pas l'aveuglement. Là, l'Allemagne est en train de se réarmer bien plus que tous les autres pays d'Europe. Elle est complètement dépendante. Elle a libéré toutes ses dettes qu'elle avait à l'étranger. Elle n'a plus aucune dette avec qui que ce soit. Tout est en or dans les réserves. Et elle se réarme. Ma grand-mère m'a toujours dit, le jour où l'Allemagne sera réunie, ça va recommencer. Et là, ils ont mis von der Leyen à la tête de l'Europe. Et tranquillement, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle va chercher les noises avec la Russie. Voilà. Tous les autres pays suivent. Et pour moi, les Américains, ils ne sont pas étrangers à tout ça. Parce que qui c'est qui a ramené le plus de nazis dans son pays et qui en a bien profité pour la bombe atomique? C'est les Américains. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a stupéfait quand même. C'est le rôle de la presse française, d'une certaine presse française. Écoutez-moi ça, c'était un des sketchs de LCI. Cette réunion entre Vladimir Poutine et son ministre de la Défense a fait beaucoup parler d'elle. Pas pour son contenu, mais plutôt pour l'apparence du chef d'État russe. Posture affaissée, visage bouffi, la main agrippée à la table. Pour certains commentateurs, des signes avant-coureurs d'une maladie grave. Des rumeurs qui se multiplient ces derniers mois. En avril dernier, Poutine aurait suivi un traitement contre une leucémie à un stade avancé, selon le magazine américain Newsweek. Une affirmation relayée par des agences de plusieurs services de renseignement occidentaux et l'état-major ukrainien. Nous pouvons confirmer que Poutine est dans une très mauvaise condition psychologique et physique. Il est très malade. Il lutte contre plusieurs maladies en même temps. L'une d'entre elles est un cancer.
Cancer du pancréas ou de la thyroïde, voire même maladie de Parkinson, depuis que le dirigeant russe s'est isolé de Moscou en 2020, les hypothèses se multiplient, mais aucun diagnostic complet ni source fiable pour les confirmer. Selon l'enquête du site d'investigation russe Project, il s'est aussi entouré d'une dizaine de médecins qu'il consulte régulièrement. Une précaution qui tournerait jusqu'à l'hypocondrie. Fin mai, le chef de la diplomatie russe assurait que tout allait bien. Vous savez, le président Poutine apparaît en public tous les jours. Vous pouvez le voir sur les écrans, lire ses discours et les écouter. Je ne pense pas que des personnes saines d'esprit puissent distinguer un quelconque symptôme de maladie chez cet homme. Tout comme le mot guerre, l'état de santé du président est un sujet tabou en Russie. Rumeur infondée ou non, à l'approche du 70e anniversaire de Vladimir Poutine, la question surgit de plus en plus souvent au Kremlin, selon les derniers rapports des services secrets américains. Le visage bouffi de Poutine, ça pourrait être la conséquence d'un traitement anticancéreux. Ses mains agrippées à la table devant laquelle il se trouve pourraient signifier qu'il cherche à maîtriser des tremblements dus à la maladie de Parkinson. Et depuis plusieurs années, d'ailleurs, on raconte que son ministre de la Défense, Sergei Shoigu, l'emmène dans sa Sibérie natale pour lui permettre de suivre des traitements de chaman à base de bains de sang. De bain de sang. Mais oui, oui. Mais alors, je me suis trompé, c'était TV5 et après LCI. Enfin bon. Mais c'est incroyable quand même, cette presse. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette presse française? Parce que je ne sais pas pour Michel la presse canadienne, mais la presse française, moi, enfin, ça me révulse. Qu'est-ce que tu en penses? Lamentable. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe? C'est lamentable. C'est lamentable, oui. Et Michel, alors la presse canadienne, comment elle réagit, elle? La presse anglo-saxonne et même la presse québécoise va dans un narratif qui est plutôt équilibré. À un moment, ils reprennent les informations des uns, mais ils ne sont pas aussi servile que l'est la presse officielle française, qui a pour objectif passer un message, un narratif que les gens doivent accepter, sans aucune contradiction, sans aucune réflexion, sans la possibilité de prendre un peu du recul et d'examiner froidement les choses. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, la presse française est peu crédible sur le plan international. Elle fait même l'objet des moqueries à différents endroits. Oui, de raillerie. On est en train de reprendre des morceaux, des reportages qu'ils ont sortis, l'affaire de la presse qui relaie justement ces diagnostics. Ils sont en train de faire des diagnostics sur aucune preuve, sur rien, mais ils avancent des choses. Oh, il se pourrait que ça soit le cancer, il se pourrait que ça soit un problème au niveau de la thyroïde, il se pourrait qu'il ait... On ne part que sur base des hypothèses, des présomptions qui n'ont jamais été soutenues, qui n'ont jamais été étayées, alors que au niveau des pays anglo-saxons, même chez les Britanniques, ils ont tendance à être un peu plus retenus, un peu plus critiques dans ce qu'ils disent. Ce qui fait qu'ils passent des informations contraires au narratif qu'on ne trouve pas dans la presse française. La presse française s'est complètement décrédibilisée. Aujourd'hui, les gens ne croient plus à la presse française. Ils préfèrent encore suivre les presses alternatives qui passent sur le net, etc., plutôt que de suivre la presse française, parce que au niveau de la presse française, les informations sont formatées de manière à ce que les gens puissent réfléchir et voir les choses dans un certain angle et que dans cet angle seulement, pas autrement. Oui, mais Michel, justement, j'écoute les journalistes français pour voir jusqu'à quel point ils sont idiots. Pas idiots, je dirais plutôt qu'ils sont peut-être, ils ont de la partialité, mais pas de l'idiotie. Ils sont partiels, mais pas idiots. Je ne pense pas qu'ils soient idiots. Non, non. Mais alors, on a eu une preuve incroyable, c'est les gazoducs qui ont pété. Enfin, on a accusé les Russes. C'était incroyable, ça.
On accuse le Russe pour tout, hein, aujourd'hui. On accuse le Russe pour tout, que ce soit l'affaire du gazoduc. Demain, tu attrapes une grippe, ce sont les Russes. Demain, tu butes contre un bout de pavé qui dépasse de la rue, ce sont les Russes, etc. Aujourd'hui, les Russes ont bon dos pour justifier n'importe quoi. Pas besoin de preuves. Mais alors, l'histoire de Nord Stream, c'était incroyable quand même. Oui. Alors, je n'ai pas l'extrait là, mais bon, on disait, ah bah oui, c'était évident. C'est les Russes qui ont saboté leur gazoduc. Ben oui. Mais Un encore peu, une fois, un les peu Russes, comme également les centrales nucléaires à Zaporizhzhia et compagnie. oui, on a présenté des cheminées de ces centrales comme étant des missiles qui sont missiles tombés. russes. Et Mais- les gens ont marché là-dessus. Les gens ont cru. Mais alors, Philippe, toi qui es en contact avec les Ukrainiens, est-ce qu'ils croient toutes ces conneries, les Ukrainiens? Oh oui, Ah bon? oui. Leurs esprits ont bien été formatés à l'école et tout, hein, depuis X temps. C'est pas nous, c'est récent, ça fait 4 ans. Mais eux, ça fait des décennies que c'est comme ça. En fait, c'est une décennie de haine envers les Russes. Point Ah, final. complètement. Voilà. Ouais. Complètement. Mais Et Philippe, comme disait Titran, c'est que Banderas, statue géante, je l'ai vu à Ternopil, boulevard Banderas avec toutes les rues adjacentes avec ses compagnons autour, des photos à la mairie de tous les compagnons de Banderas et sa photo à lui en grand avec le drapeau ukrainien et Azov. Oui. Et mais toi, tu sais, Philippe, oui. je voudrais juste ajouter quelque chose. Je m'excuse de m'imposer ainsi. Je voulais juste préciser que, contrairement à la presse française, la presse ukrainienne est beaucoup plus critique. Elle avance des choses qui ne sont pas reprises dans la presse occidentale. C'est d'ailleurs, quand on voit par exemple les interventions du colonel Beau, Mhm. il prenait des informations qui étaient dans la presse ukrainienne, qui donnaient la perception au niveau de l'Ukraine, ce qui n'a pas été le cas avec la presse française. Oui, oui, tout à fait. Mais même mais dans la presse ukrainienne, là, l'autre jour, j'ai vu qu'il y avait que l'Ukraine achetait beaucoup de voitures électriques. Oh, des voitures électriques en Ukraine, qu'est-ce que c'est que... Et c'est des voitures de luxe, en fait. Voitures de luxe ukrainiennes électriques. Alors là, bon, Alors, pour revenir à Ternopil, oui. sur les sites ukrainiens, j'ai vu des choses passer où les Ukrainiens étaient choqués parce qu'ils disaient mais Ternopil, c'est la ville la plus pauvre d'Ukraine où les salaires sont les plus bas, et c'est la ville où il y a le plus de voitures de luxe. Et je l'ai vu. C'est vrai, je l'ai vu. Je l'ai vu. Et alors, évidemment, il y a aussi ces visions de voitures de luxe extraordinaires à Monte-Carlo, où il y a tous les oligarques ukrainiens. C'est Bonjour. Philippe, il roule dans le Mercedes et puis Porsche, etc. C'est sous notre argent, hein, parce que l'Europe quand même donné 117 milliards d'euros, hein, et il y a combien qui sont évaporés et combien von der Leyen et compagnie ont encaissé comme commission, on n'en sait rien, mais moi je soupçonne fortement que ces gens-là, ils ont touché. Hein. J'ai pas de preuves. J'ai pas de preuves. Mais écoutez, pourquoi ils veulent que la guerre dure s'ils ne touchent pas l'argent? Hein? Je pose juste une question très simple. Voilà. Alors, Et maintenant, tout à l'heure, vous avez dit que l'aveuglement de l'Occident, je suis d'accord avec Michel, il n'y a aucun aveuglement. Tout est planifié. Aveuglement, c'est journaliste français. Excusez-moi votre métier, Philippe. Mais c'est pas vous, parce que c'est vos collègues. Hein? C'est vos collègues, c'est votre métier, d'accord? Vous, peut-être vous n'étiez pas comme ça. Et je pense que vous n'étiez pas comme ça, parce qu'il y avait quand même une éthique. Tandis que maintenant, regardez NCI avec la bande de généraux à la retraite. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, ces gens-là, qui racontent des choses idiots comme ça? S'ils ne sont pas idiots, je suis désolée. Hein. dis-moi, Philippe, est-ce que tu es allé à Odessa? Non. Non. Je ne suis pas allé à Odessa. Parce que moi, j'ai vu des images d'Odessa, d'une boîte à Odessa, où il y a énormément de jeunes qui dansent, qui font la fête. Oui.
Et ça Moi, m'étonne pas. j'ai été un peu stupéfait là-dessus. Mais enfin bon, finalement, oui, les gens peuvent venir, peuvent revenir du front et puis s'envoyer en l'air, hein, oui, oui, aussi. Oui, parce il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont sur le front. J'en ai vu beaucoup partir, voilà. Et puis des pistes de ski. Oui. Ah oui? Dans des stations de ski en Ukraine, oui, qui fonctionnent là. Ah ouais. Ah Ils bon? ne sont pas ligne de front, donc ils skient, ça skie. Ouais, ouais, ouais. Oui, mais Philippe, j'ai entendu parler qu'Odessa est vidé des gens. Comment? Odessa est vidé. Non. Non? Non, 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 pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Ça, c'est faux. Non, non. Ah bon? Ah oui, oui. Malgré les bombardements? Oui, oui, tout à fait. Non, non. Ah ouais. Bonjour Maryse, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien. Alors, nous en sommes à la 4e année de guerre, mais toi, qu'est-ce que tu en penses De quoi? de cette 4e année, de cette 5e année de guerre? On arrive dans la 5e année de guerre. Qu'est-ce que Il y a tu en penses? longtemps que ça devrait être terminé s'il n'y avait pas des intérêts du côté français, du côté de l'Europe. En fait, je pense qu'il y a longtemps que ce serait terminé. Et si le ministre anglais n'avait pas fait pression sur Zelensky pour ne pas accepter les accords de paix proposés par les Russes, je pense que la guerre devrait être finie. Oui, bien sûr. Non? Mais il n'y a Oui, pas oui, que oui. lui, hein. Moi, je le crois aussi, oui, oui, tout à fait. Il n'y a pas que lui, effectivement, parce que Macron, il y va fort, hein. Et von der Leyen surtout. Et Van alors, der Leyen aussi. oui, oui, oui. Et alors, il y a les actions dites terroristes de l'Ukraine en Russie, comme l'assassinat de cette femme, Madame Dugin, enfin la fille de Monsieur Dugin. Moscou pense que les services secrets ukrainiens ont organisé l'attentat à la voiture piégée qui a tué Daria Dugina, la fille d'un ultranationaliste russe. Les renseignements russes ont même fourni ces images qui montreraient l'auteur de l'explosion entrer dans l'immeuble où vivait la jeune femme et repérer ses habitudes avant son meurtre. Il s'agirait selon eux d'une citoyenne ukrainienne appelée Natalia Vovka arrivée avec sa fille qui aurait depuis fui en Estonie. Dans un communiqué diffusé lundi, Vladimir Poutine a dénoncé un crime ignoble et déclaré que Daria Dugina avait illustré par ses actes ce qu'être une patriote russe veut dire. Beaucoup pensent que son père, Alexandre Dugin, un idéologue russe respecté par le camp conservateur, était visé par cette attaque car il était en déplacement avec elle. Ce partisan de la politique du président russe lui a rendu hommage, la décrivant comme une étoile montante. Journaliste et politologue, elle partageait les idées de son père. Quelques heures avant sa mort, elle avait loué l'invasion de l'Ukraine, indiquant qu'un dangereux totalitarisme occidental touchait à sa fin. L'Ukraine a démenti son rôle dans cette attaque. L'Ukraine n'a certainement rien à voir avec cette explosion, car nous ne sommes pas un État criminel, ni un État terroriste. Ce conseiller du président Volodymyr Zelensky a décrit comme fictionnelles les informations russes selon lesquelles une Ukrainienne accompagnée de sa fille mineure serait responsable de cette explosion. Daria Dugina, 29 ans, intervenait sur des chaînes nationalistes russes et comme son père faisait l'objet de sanctions britanniques et américaines. Oui, c'est quand même du terrorisme, ça. Et personne. Alors, en plus, elle était journaliste, mais alors là, Reporters sans frontières n'a pas bronché, hein. Non, hein. Ben, c'est-à-dire qu'il y a les journalistes du bon côté et puis les autres. Ceux-là, ce pas des journalistes, c'est des soldats, hein. Et encore. Et encore, il y a, non, même pas d'ailleurs. Mais Philippe, alors, comment interpréter alors, ces gens qui arrivent en Russie? C'est des Ukrainiens qui sont, qui sont en Russie, qui sont passés en Russie et qui font ce genre de choses? Bah, bon, oui, c'est possible hein, qu'il y ait des Ukrainiens, parce qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens qui ont de la famille en Russie. Oui. Il y a des couples mixtes. Après, bon, ben, dans toutes les personnes qui rentrent, il peut y avoir de tout, hein. En plus, il y a les services d'espionnage, donc tous les stratagèmes sont bons. Et voilà. Puis bon, je pense aussi qu'il y a des commandos qui peuvent rentrer aussi en Russie, comme les Russes envoient des commandos en Ukraine pour faire des exactions. Et voilà. Il y a des commandos russes en Ukraine. Oh bah oui, sûrement.
Oui. Pleinement. Bah oui. Pleinement. Comme pendant la Seconde Guerre mondiale, ça se faisait comme ça. Il y avait des Allemands en uniforme russe qui allaient du côté russe pour foutre la zizanie, puis des Russes qui allaient mettre les uniformes allemands pour foutre la zizanie dans les rangs allemands. Et donc là, bah, c'est la même chose. C'est pour ça que pour moi, c'est la réplique, la suite, quoi. Je vois ça comme la suite. Et Michel? Bon, pour moi, c'était des stratégies de guérilla qu'ils ont adoptées, ne pouvant pas être physiquement avec une armée dans la Russie. Il fallait faire des actions ponctuelles. Je doute fort que Douguina soit la personne qui était initialement visée. Je pense que c'est plutôt son père, mais il cherchait à frapper les personnes qui étaient justement en train de soutenir Poutine dans sa position de l'opération spéciale. Il fallait justement lui couper tous ceux qui pouvaient le supporter, tous ceux qui pouvaient l'encourager. J'ai par contre été surpris par ce représentant de l'Ukraine qui dit qu'on n'est pas un État terroriste. Je suis désolé. Je suis désolé. Ils sont passés par là, ils ont eu des actions terroristes. Oui. Un pays qui prétend ne pas être à la base de ce qui s'est passé, je n'y crois absolument pas. Je pense qu'ils essayent de frapper quand ils le peuvent. Chaque fois qu'ils trouvent une ouverture, le service secret ukrainien frappe. On a vu l'affaire de la fille de Dugin. On a vu l'affaire Il n'y a pas longtemps, un général Voilà. qui était aux négociations, etc., il a failli mourir. Celui-là a été blessé, mais avant lui, il y a eu un autre Oui, général qui a été oui. Il y a eu plusieurs généraux tués, oui. Oui. Il y a eu cet influenceur russe qui a été tué par cette dame qui avait apporté une statue piégée. Donc, ils essayent de réagir et je peux comprendre qu'ils essayent de frapper comme ils peuvent. Même l'affaire des drones qui étaient allés attaquer les avions, les bombardiers russes. Justement, on va en parler, oui. On va en parler. Tiens, Oui, mais mes amis, vous avez oublié 91 personnes qui étaient tuées dans un disco pas loin du centre de Paris. Oui. Hein? C'était un attentat énorme. Ensuite, il n'y a pas longtemps, il y avait un attentat à Kherson aussi. Et combien de gouverneurs pro-russes qui ont été assassinés? Donc, si ce n'est pas attentat, c'est quoi? Oui. Mais justement, on va parler de ces avions-là. L'Ukraine vient de mener en Russie une attaque de drone encore jamais vue, qu'elle préparait en secret depuis des mois. C'est historique, c'est très astucieux. À un côté James Bond, c'est brillant. L'attaque a ciblé des bases militaires aériennes russes, certaines très éloignées de l'Ukraine. Parmi elles, la base d'Olenia, située à 1900 km de l'Ukraine, et celle de Belaya, à près de 5000 km de Kiev. Pour les atteindre, l'armée ukrainienne a monté une opération inédite à l'aide de drones FPV. D'après les renseignements ukrainiens, ils ont été introduits clandestinement sur le territoire russe, cachés dans des conteneurs et transportés par des camions. Les camions auraient ensuite été garés à proximité des bases visées afin que les drones chargés d'explosifs décollent et aillent frapper leurs cibles. Au total, 117 drones auraient été utilisés. Il y a un niveau de complexité dans cette opération, notamment dans la gestion de plusieurs drones à distance, dans un espace restreint. Ils ont trouvé moyen de faire voler plusieurs drones au même endroit au même moment, de manière très bien coordonnée, ce qui n'était pas faisable il y a quelques années. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a salué une opération brillante. Готували операцію більш ніж 1,5 роки. Абсолютно унікальна операція. Il affirme que 41 avions ont été détruits ou endommagés, et notamment des bombardiers stratégiques Tu-95 et Tu-22M3. Les Tu-95 sont des très vieux appareils qui datent de la guerre froide, mais c'est des appareils qui participent toujours aux campagnes de frappe. Ce qui fait l'importance de ces destructions, c'est la rareté. Ces appareils ne sont plus produits depuis longtemps et donc toute destruction de ces appareils réduit d'autant le potentiel russe. Toute destruction, mais aussi tout dommage, vu que l'appareil n'est plus produit. Certains dommages peuvent être irréversibles. Leur remplacement coûtera cher. À l'inverse, ce n'est pas non plus une décapitation du potentiel de bombardement russe. Ça sera peut-être moins de missiles.
D'après l'Ukraine, cette attaque aurait causé 7 milliards de dollars de dégâts à l'armée russe. Et à plus long terme, cela pourrait la forcer à prendre des mesures coûteuses pour éviter qu'une telle attaque ne se reproduise, comme la construction de bunkers pour abriter ses avions. Sauf que ces appareils sont particulièrement larges, donc vous êtes obligé de faire des grands hangars pour les abriter et ça coûte cher. Vous allez en faire peu, vous créez une nouvelle vulnérabilité en faisant ça. Vous risquez d'augmenter la probabilité qu'ils soient dedans, à moins de produire beaucoup de hangars dispersés sur différentes bases, et voilà. Mais tout ça, ça augmente le prix. Et alors, il parle de tout là, mais il parle pas du guidage. C'est quand même étrange. Et puis également, ces avions, il fallait les trouver quand même, hein. Alors, il y a guidage satellitaire évidemment américain, à ce moment-là en tout cas. Alors maintenant, ça a peut-être changé, mais enfin, à ce moment-là, c'était américain, c'est sûr. Et puis, mon Dieu, toute une coordination qui me paraît un peu étrange pour uniquement des Ukrainiens. Qui veut prendre la parole? Apparemment, c'était un jeu vidéo qu'on a vu, les destructions d'avions, parce qu'on a entendu parler aussi. Oui. Parce que c'est pas sûr du tout que ces avions-là aient été détruits. Ou peut-être un. Parce que pour beaucoup de monde, je disais, mais c'est bizarre que tous ces avions soient à l'air libre, sans protection ni rien, quoi. Ah oui, mais ça, c'était obligatoire. C'est un traité qui veut que les bombardiers nucléaires, je crois que c'est SALT d'ailleurs, soient justement sous l'œil des satellites. Eh oui. Et Michel? Alors, cette opération qui avait été surnommée Opération Toile d'araignée a eu lieu en 2025, 1er juin 2025. Trump était déjà au pouvoir. Ah oui. C'est quelque chose qui ne pouvait pas ne pas savoir. Les Américains ont définitivement participé, les Britanniques, les Européens, oui. C'était leur manière à eux d'essayer d'attaquer. Par contre, je me suis posé des questions sur certains endroits qui avaient été touchés. Avec, par exemple, Olénia qui est pratiquement en face de la Finlande, et Belaya qui est vraiment à 5000 kilomètres. Il n'y avait rien qui pouvait permettre quelque chose dans le genre. Et bon, on va me dire que je suis complotiste, mais je me pose la question de savoir si jamais il n'y avait pas un point de départ qui n'était pas d'Ukraine, mais vraiment d'un des pays de l'OTAN. Ah oui, oui, comme le dit, mais comme le dit les gens dans la vidéo, ces trucs ont été transportés en camion. Oui, mais pour cette distance-là, même s'ils étaient transportés en camion, j'ai cru comprendre justement que c'était dans des containers qui ont ouvert du toit pour permettre le décollage, etc. Tu ne traverses pas 5000 kilomètres de la Russie de manière aussi anonyme que ça. Donc, c'est peut-être un côté méfiant de ma part. J'ai tellement développé cette méfiance des informations que je trouve plus. Si je dois peser entre le fait qu'il y a un mouvement qui a été initié à 5000 kilomètres du point d'impact, d'un côté, et de l'autre côté, qu'il y a un pays qui est pro-OTAN qui serait à proximité, naturellement, je soupçonnerais une implication de l'OTAN dans ces deux destinations-là en particulier. Pour les autres, je peux croire, mais pour ceux qui sont à plusieurs milliers de kilomètres, j'ai beaucoup de réserves, même si c'était bien fait. C'est clair que la stratégie était déjà bien établie. On voit toute la logistique de l'OTAN derrière tout ça. Les Ukrainiens ne peuvent pas faire quelque chose par eux-mêmes. Ils ont besoin d'un soutien stratégique et ce soutien stratégique participe à cette guerre. C'est pour ça que quand, par exemple, l'OTAN dit « nous ne sommes pas en guerre avec la Russie », c'est faux.
L'OTAN est en guerre avec la Russie, la France est en guerre avec la Russie. On a parlé de la déclaration du ministre. Tous ces pays sont en guerre avec la Russie. Et la Russie, pour le moment, ne se focalise que sur l'Ukraine, qui est le lieu de combat, mais ils sont tout à fait conscients que derrière l'Ukraine, il y a toutes ces nations, tous ces gouvernements qui sont en train de poursuivre un agenda, l'Ukraine n'étant qu'un tremplin pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Michel? Quand on voit les déclarations, de ministre des Affaires étrangères français, de Macron, etc., par rapport à Poutine, bon, on se dit que vraiment, il n'y a pas de diplomatie là. Je voudrais juste ajouter une petite chose importante. En revenant à l'attentat tout à l'heure que vous avez dit là, que c'était quand même un gros attentat. Et j'ai lu, il me semble, un rapport, je ne sais plus, ça vient de la Russie ou ça vient du Vietnam, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y avait des personnels qui étaient recrutés dans les pays comme Azerbaïdjan et Kazakhstan. Et il ne faut pas oublier une chose, que la Russie, c'est un pays immense, 16 millions de kilomètres carrés, et puis il y avait beaucoup d'immigrés, donc c'est les ex-soviétiques, qui travaillent en Russie, et justement, parmi ces gens-là, ils sont recrutés, soit par CIA, soit par OTAN, mais en tout cas, il y avait une équipe qui était recrutée à Kazakhstan. Et maintenant, comme Michel disait que la France est impliquée dans la guerre. Oui, l'Europe est impliquée dans la guerre, mais ils sont hypocrites. Ils ne veulent pas le dire, mais pour moi, on est en guerre contre la Russie depuis 4 ans. Oui. Avant. Oui, avant, évidemment, oui, bien entendu. Mais alors, on va aller au Canada. Oh. Oui, parce que quand même, moi, ça m'avait gêné cette histoire. Oh, c'est le nazi. We have here in the chamber today Ukrainian Canadian world veteran from the Second World War who fought the Ukrainian independence against the Russians. I've subsequently become aware of more information which causes me to regret my decision to recognize this individual. I wish to apologize to the House, and I'm deeply sorry that I have offended many with my gesture. I would also like to add that this initiative was entirely my own. This is a very grave incident. There's a guest in the gallery whose presence fed into the Russian propaganda and narrative about the bogus justification for Putin's illegal invasion. This is something that is deeply embarrassing to the Parliament of Canada and by extension to all Canadians. It's going to be really important that all of us push back against Russian propaganda, Russian disinformation, and continue our steadfast and unequivocal support for Ukraine. Oui. Alors, Michel, le Canada est derrière l'Ukraine. Il faudrait savoir qu'au niveau du Canada, cette affaire a été quelque chose qui a rapidement été débunké juste après les événements. Là, tout le monde est venu, standing ovation pour la personne et tout.
Mais en 24 heures, la chose a pris une autre tournure parce que les gens ont commencé à se poser la question et dit, mais au fait, pendant la Deuxième Guerre, qui étaient les Était en opposants face des Russes. C'était les Allemands. Alors, donc, on reconnaît, on est en train d'applaudir quelqu'un qui était un nazi. Et il y a beaucoup de nazis qui ont fui en Amérique du Sud, aux États-Unis et au Canada. Il y a même leurs enfants aujourd'hui, leurs petits-enfants, pour être plus précis, qui ont occupé des postes élevés dans le gouvernement et qui sont justement ceux qui soutiennent mordicus la participation du Canada. Mais le Canada, comme j'aime souvent le dire, même si je passe pour être un faillot, quelqu'un qui essaye de trop défendre le Canada a une approche beaucoup plus équilibrée que, par exemple, l'approche de l'Europe. Là, dans cet incident-là, tout le monde, partout où le président Zelensky passait, tout le monde le recevait, on faisait de standing ovation, on admirait le héros qui a osé tenir tête aux Russes, etc. Et M. Trudeau n'avait pas d'autre choix que de faire comme tout le monde. Et pour cela, si jamais on pouvait présenter un de ses compatriotes qui a tenu tête aux Russes, les gens ont mis en place des stratégies pour continuer à maintenir ce narratif. Et la seule chose, c'est que ça a été rapidement débunké. Ce président a été déchu, elle a démissionné de son poste de président. Anthony Rota a quitté son poste à cause de cette affaire-là. C'était quelqu'un qui était déjà établi depuis un moment. Il était au poste depuis 2019. En 2023, quand il y a eu cette affaire de ce héros ukrainien qui a été présenté, ben, quand l'affaire a explosé, ben, il a sauté en même temps. Il a démissionné. Il était obligé de démissionner, il n'avait pas d'autre choix. Au moins, au Canada, il démissionne. Ouais. Quand même, c'est exemplaire, quand même, ça. C'est pour ça que tu me verras souvent défendre la position canadienne, Oui, parce oui, que oui, non, les Canadiens, à certains moments, dès qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, ils vont se lever et dire non, mais ça, c'est pas normal. Et Ah oui, mais Michel, ils ont démissionné, mais ils ont toujours leur salaire. Hein. bon, ça, je ne peux pas dire, ça, je ne sais pas. Honnêtement, écoute, hein, jusqu'à maintenant, quelqu'un qui démissionne politique, ils ne vont pas travailler comme ouvriers dans la rue. Hein. Non, ce sont généralement des gens qui ont des placements et autres, mais sur cette question-là, je n'ai pas d'informations, donc je ne voudrais pas venir affirmer des choses. Peut-être qu'il reçoit toujours une pension par rapport au fait qu'il a été président, mais... Il n'est pas au chômage. Il n'est pas au chômage, comme les ministres là, et tout ça. Là. Ils ont fait une bêtise, ils démissionnent et basta. Je ne sais pas te répondre sur cette question-là, je n'ai pas d'informations. Et je ne voudrais pas inventer des choses. Il se peut qu'il y ait quelque chose dans ce sens-là, c'est possible. Tout comme il se peut aussi que dès le moment où tu n'es plus là, ben c'est fini. Moi, j'ai vu beaucoup de premiers ministres. J'ai vu beaucoup de premiers ministres, des anciens premiers ministres canadiens qui se sont recyclés dans d'autres secteurs. Voilà. Une bonne partie de ces anciens premiers ministres sont dans le conseil d'administration des compagnies minières qui sont implantées en Afrique et ailleurs dans le monde. Voilà. Donc, il existe de telles situations. Ils ont une possibilité de se reconvertir. Est-ce que pour autant, ils reçoivent toujours une pension ou une allocation à vie? Ça, je ne sais pas dire, je n'ai pas d'informations. Peut-être une retraite, à la limite, du temps passé, peut-être, encore. Oui, mais ils occupent autre chose. Voilà, ils sont recyclés dans les privés, dans les banques. Mais c'est normal, ils sont des gens, c'est pas des imbéciles. Donc, ils sont repris par d'autres choses. C'est normal. Mais Philippe, je ne l'ai pas dit qu'ils sont imbéciles, ils sont très intelligents. Ce n'est pas les imbéciles, c'est nous, nous sommes imbéciles. Non, mais d'accord. Je voudrais juste te dire ceci, c'est que pendant qu'ils occupaient les positions qu'ils ont eues, que ce soit les anciens premiers ministres, les présidents des assemblées, etc.,
ce sont des personnes qui se sont créées des réseaux. Et Voilà. toutes les compagnies privées ont besoin justement d'avoir ce système de réseautage qui leur permet d'accéder à certains milieux, dans certaines régions, dans certains domaines où ils ont des intérêts. Donc, Voilà. il est intéressant pour eux de récupérer ce genre de personnes. Mais ils travaillent quand même. Voilà, ils ne sont pas au chômage. Je ne sais pas ce qu'il est devenu depuis sa démission. Mais bon, nous allons aller... Hop. Alors, nous allons voir autre chose, parce que là, bon, là, je crois qu'on a fait le tour de l'Ukraine. Hein, je crois, qu'est-ce que vous auriez quelque chose à dire encore sur l'Ukraine? Ben, il y a les pourparlers Oui, enfin, les pourparlers de s'achever sans gros succès. Sans gros succès, 2 heures de pourparlers et puis c'est fini. Ben, parce que d'un côté, il y a justement cette approche russe par rapport à ce qu'ils veulent, et il y a la position ukrainienne aussi qui veut autre chose. Même si jamais à chaque fois, on voit par exemple Marco Rubio qui dit on y est presque, il y a juste un point à régler, etc. Mais concrètement, sur le terrain, ce n'est pas le cas. Il y a cette langue de bois qui est utilisée pour essayer de rendre les choses acceptables, etc. Mais sur le terrain, ça ne se passe pas comme on nous le présente. Et justement, le fait que ça n'ait duré que 2 heures est une preuve parfaite. Et alors, Michel, d'autre part, il ne faut pas oublier que les Européens étaient là. Ils étaient là, ils étaient présents aux négociations. Ça, c'est la première fois qu'ils sont présents. Hein. Bon, c'est peut-être aussi à cause de ça que ça n'a duré que 2 heures. C'est possible. Possible, c'est définitivement possible. Écoutez, les amis, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ça, c'est du théâtre. C'est du poudre aux yeux. Toutes ces négociations. Hein. Ils négocient derrière notre dos. Autre chose. Et personne ne veut que cette guerre s'arrête. Ni les Ukrainiens, ni les Européens, voire les Russes. Donc, écoutez, cette guerre-là ne va pas terminer cette année. Je vous le dis. Alors, moi, j'ai vu... Oui, vas-y, Michel, Philippe. Bon, ça va durer encore plus longtemps. C'est pas fini. Tu crois vraiment? Tu crois vraiment que ça va continuer, cette boucherie? Oh oui, j'ai bien l'impression. Oui. Pourquoi tu t'appuies pour dire ça? Tout simplement parce que les Européens ne lâchent pas l'affaire, et que Zelensky non plus, et que les Ukrainiens ont toujours la rogne. Dès qu'ils gagnent 1 kilomètre, ça y est, c'est la victoire. Donc, pour moi, c'est loin d'être terminé. Excusez-moi. Philippe, la guerre ne peut pas terminer parce que les Américains, ils n'ont pas encore gagné assez d'argent. Hein, il faut vendre encore les avions, il faut vendre encore les choses, etc., etc. Donc, cette guerre-là, c'est toute bénéfique pour les Américains. Donc, les Américains ne veulent pas que ça termine la guerre. Trump qui dit qu'il veut la guerre, que ce soit terminé, tout ça, c'est du théâtre et c'est la tromperie. Voilà, donc moi, je ne crois pas du tout que Trump, c'est un homme de paix. Pas du tout, pas plus que Biden. Et je ne crois pas du tout que Zelensky va lâcher le morceau parce que la guerre le maintient au pouvoir. Et maintenant, en France, c'est pareil. Les Européens, hein, ils ont engagé dans cette guerre perdue à l'avance, mais ils ne veulent pas que ça termine parce qu'eux aussi, ils vont sauter. Donc, personne ne veut que la guerre soit terminée. Oui. Alors, je pense aussi que ça va être difficile. Elle va se terminer, mais elle va se terminer parce que l'Ukraine va craquer à un certain point, parce que pour le moment, les fissures sont en train de se manifester, même si de temps en temps, on voit des soubresauts d'action, de réaction ukrainienne, mais techniquement, concrètement, ils ont un problème de soldats, de recrutement. Il faudrait renouveler l'armée, il faudrait renouveler les soldats. Il n'y a pas. Ils ont un problème d'équipement, même si jamais ils ont commencé à produire certains drones et missiles à leur niveau,
l'approvisionnement ne se fait pas comme il se devrait. On voit bien sûr le fameux contrat que la France aurait signé avec l'Ukraine sur les chasseurs qui arriveront après que la guerre ait déjà été finie. Mais il y a encore une autre raison pour laquelle la paix ne peut pas arriver, toujours sur le plan interne au niveau de l'Ukraine. Le président Zelensky n'a pas la possibilité de souscrire à une paix. On a parlé des Azov et autres. Ce sont des personnes qui lui ont dit, si tu oses, tu vas être éliminé. Et il le sait. Pour lui, c'est vital pour que la chose perdure ainsi. Même si il y a des Ukrainiens qui vont être sacrifiés, même s'il y a des vies qui vont être perdues, il regarde son avenir, il regarde aussi son intérêt. Si jamais il accepte, il va se faire éliminer et il ne voudra pas cela. Donc, il va essayer de maintenir les choses de cette manière-là. Et à cause de l'influence de l'Europe aussi, qui veut absolument avoir son mot à dire, qui veut absolument laisser son empreinte, cette situation va perdurer encore un moment. 2026, il y a des chances que malheureusement, ça ne soit pas terminé. Peut-être un peu plus tard, mais de plus en plus, on va commencer à constater cette érosion au niveau de l'Ukraine qui va à chaque fois perdre des pièces et des pièces. C'est que les Russes ne peuvent pas gagner dans le traité, dans les discussions de paix. Ils vont le gagner sur le terrain. Chaque jour, les Russes continuent d'engranger de territoires ukrainiens qui sont en train de plus en plus d'occuper. Et ils veulent Odessa. Et ils veulent Odessa, et je le comprends, parce qu'une bonne partie de la flotte russe est menacée justement par cette présence ukrainienne à Odessa. Voilà. Michel. Mais c'était pas, enfin, Odessa, c'était pas du tout dans les plans russes au début. Ah si. Il l'a dit son discours de 2023, qu'il il voulait aller à Odessa pour traduire en justice tous les criminels qui ont participé le 2 mai 2013. Oui. Ça, c'est dans les objectifs du départ. Oui. Ah oui, ça, c'est à 100% dans les objectifs de départ. Oui, et Michel, je voulais juste ajouter ce que tu voulais dire sur Zelensky. Tu as dit très justement que Zelensky n'est pas libre. Oui, mais il ne faut pas oublier une chose, que Zelensky a beaucoup de soutien des va-t-en-guerre à Washington, beaucoup de sénateurs qui le soutiennent pour que la guerre dure. Tu parles de Graham. Entre autres, ils sont nombreux. Et maintenant, ce qu'ils veulent baser dessus, les Européens, c'est qu'au mois de novembre, c'est les démocrates qui vont revenir à concret. Voilà. Donc maintenant, si au mois de novembre, les Européens, ils ont un grand espoir, comme quoi l'équipe de démocrates qui va venir, la guerre va encore durer 5 ans. Mais alors, attendez, on se bat aussi sur les conditions de sécurité. Mais alors, les conditions de sécurité optimales, c'est quoi? C'est qu'en fait, l'Ukraine rentre dans l'Europe. Ah. Oh là là. Parce que Trump, il est certainement d'accord avec ça, il s'en fout. Je pense que même Poutine est d'accord avec ça. Il est d'accord avec ça, oui. Oui, ça va affaiblir l'Europe davantage, donc ça s'en avantage à lui. Exactement. Exactement. Parce que l'entrée de l'Ukraine en Europe va amener toutes les mesures que l'Europe applique chez les autres, qui ne sont pas appliquées à l'Ukraine. Les productions ukrainiennes vont venir, ils vont inonder le marché, les agriculteurs vont se plaindre, différents secteurs vont se plaindre qu'ils ont une concurrence déloyale. Donc, ça va avoir des répercussions sur les pays membres et à la longue, c'est l'Union européenne qui va s'affaiblir pour carrément disparaître comme institution. Oui, qu'est-ce que tu en penses, Maryse, de ça? Écoute, moi j'étais en train de me poser une question là. Je me demande si cette guerre ne va pas durer jusqu'aux prochaines élections françaises.
Élection présidentielle, bien entendu, pas les, les proches là, du mois de mars, parce qu'en fait, Macron pense qu'il va pouvoir prendre la place de von der Leyen, et comme ce ne sera pas possible, je pense qu'il ne pourra pas, il n'obtiendra pas ce poste. Il se dit que dans ce cas, s'il y a toujours la guerre, il pourra, comment dirais-je, s'emparer de l'article qui lui permet d'avoir les pleins pouvoirs et de rester à la tête président de la République française. Je me demande si c'est pas ce à quoi il pense. Je crois pas. Enfin, non, je pense pas quand même. Bah, écoutez, Maryse, Non, alors, moi, ce que j'ai peur le plus, On est d'accord, Macron est très. Bon, Macron ne peut pas rester. il est spécial, mais à ce point-là, quand même, non. Non, il ne peut pas rester. Mais moi, j'en ai tellement vu au cours de ma carrière que des mecs de ce style, j'en ai vu plein dans ma carrière. Oui, mais enfin, là c'est vrai, mais là, c'est quand même non. De la République, non. Mais ce que je crains, Maryse, ce que je crains qu'ils sont en train de fabriquer un plan comme quoi on va accepter l'Ukraine en Europe sous des conditions. C'est-à-dire que, par exemple, l'Ukraine ne va pas pouvoir voter pour certaines lois, l'Ukraine va être membre restreint, etc. C'est pour nous tromper. Mais dès le moment que l'Ukraine va rentrer dans l'Europe, ben, l'Europe, c'est complètement éclaté. Hein. Mais Maryse, toi qui t'intéresses aux agriculteurs, etc., qu'est-ce que ça va donner pour les agriculteurs si l'Ukraine rentre dans l'Europe? Moi, je ne pense pas que ça changera plus que maintenant, parce qu'il y a déjà tous les produits ukrainiens qui rentrent en France. Donc, qu'est-ce que ça va changer? Le blé, quand même. Le blé va arriver en masse, etc., etc. Et puis, oui, nous sommes d'accord, oui. Mais est-ce que ce n'est pas déjà le cas? C'est ce que je veux dire. C'est déjà le cas. Dans une moindre, quand même, quantité. Non? Non. C'est ma façon de voir les choses, parce que actuellement les agriculteurs sont complètement démunis, ne savent plus quoi faire, parce qu'ils se rendent compte que justement tout vient d'Ukraine, de Pologne, de bon. Oui. Alors, est-ce que le fait que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, et je pense qu'elle ne pourra pas rentrer, parce qu'il y aura trop de pays qui vont s'y opposer, bon, je pense que ça ne changera pas grand-chose au niveau des échanges commerciaux. Alors apparemment, je ne sais pas, moi j'ai vu une déclaration de Merkel qui n'était pas vraiment optimale pour que l'Ukraine rentre dans l'Europe. Hein. Et puis, j'ai vu le contraire aussi. Alors, allez comprendre. Il y a eu les deux déclarations, en fait. Je crois qu'on les nourrit de promesses pour qu'ils poursuivent leur politique actuelle, mais sinon, concrètement, je ne pense pas que c'est quelque chose qui va se faire aussi facilement que ça. Et si jamais ils accéléraient la situation de l'entrée de l'Ukraine, il y a des pays comme la Turquie qui vont très, très mal prendre la chose. Oh là là! Très, très mal prendre la chose. Quand on a vu comment on les a baladés pendant des années et des années, et le dossier n'est toujours pas terminé. Et oui, là, les Turcs n'ont plus aucun intérêt à rentrer dans l'Europe. Plus aucun. Ils sont en train de mettre leur toile sur l'Afrique, sur le Moyen-Orient, etc., etc. Ils n'ont vraiment plus besoin de rentrer en Europe. Est-ce qu'ils ont retiré leur demande de participation à l'Union européenne? Non. Non, bah, elle est toujours là. Mais enfin, bon, elle est toujours là. Comme ils sont en guerre encore avec un des pays d'Europe en question, ça m'étonnerait qu'ils puissent rentrer tu vois. Mais écoutez, vous ne pensez Chypre, pas que c'est les Américains? Ça n'a jamais été réglé, l'histoire de Chypre. Vous ne pensez pas que les Américains qui nous imposent que l'Ukraine doit rentrer en l'Union européenne au plus vite
c'est l'une des conditions de la sécurité, non? J'ai un petit soupçon, moi. Personnellement, j'ai quelques doutes par rapport à ça. Que l'Ukraine entre dans l'Union européenne ou pas, c'est vraiment le cadet de préoccupation des Américains. Ils ont d'autres agendas, ils ont d'autres préoccupations, ils ont d'autres visées. N'oublions pas que une bonne partie du territoire ukrainien est déjà une propriété américaine. Ils ont acheté, ils ont pris des portions du territoire et ils espèrent capitaliser là-dessus. Donc, que l'Ukraine entre dans l'Union européenne ou pas, ça c'est vraiment le cadet de leurs soucis. Je pense plutôt que ce sont les Européens qui essayent de nourrir des promesses l'Ukraine. Le président Trump a été très clair en disant que l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN. Ça, c'est clair. Même si jamais, de temps en temps, il y a quelques présidents de l'Union européenne qui viennent dire c'est possible, on verra, mais, à défaut d'entrer dans l'OTAN. Biden l'avait dit aussi. Hein. Oui, mais Biden était celui qui était en train de continuer de financer l'Ukraine, au point que même le président Trump a dit je ne sais pas qu'est-ce que Zelensky a, mais chaque fois qu'il vient ici, il repart toujours avec plein d'argent de notre part. Oui, mais vous savez bien que les Américains, ils veulent affaiblir l'Europe. Donc, ils veulent que l'Ukraine rentre en Europe au plus vite pour nous faire éclater. Les Russes aussi, hein. Les Russes seraient tout à fait d'accord pour que l'Ukraine rentre dans l'Europe. Alors là, c'est quick. Mais tu sais, les Américains n'ont même pas besoin d'insister là-dessus. Je crois que l'Europe est déjà en train de faire un très bon travail de se avec, on n'a qu'à regarder la relation qu'il y a entre, par exemple, la France et l'Allemagne. Quand on regarde, là, il y a la France qui a étendu sa couverture nucléaire à l'Allemagne. Est-ce que ça a été finalisé ou pas? Non. Non. Mais c'est définitivement quelque chose qui est sur la table. Oui, enfin, il y a quelque chose, mais il paraît, enfin, moi j'ai écouté un ancien diplomate qui disait que de toute façon, ça avait été mis sur la table par Mitterrand, déjà. Oui, mais si... c'est possible que ça ait été mis sur la table à ce moment-là, mais on n'a jamais parlé de cela plus que depuis quelques temps. Là, on est en train de parler d'autre chose, en fait. On est en train de parler du Conseil de sécurité qui serait partagé. Ça veut dire être une puissance nucléaire avec l'Allemagne, et ça serait partagé. Alors là, quand même. Et la coalition des volontaires, où on en est, s'il vous plaît? Ah ben, il n'y a plus, là, on n'entend plus parler. Non plus volontaires. Ils sont volontaires, mais enfin... Il paraît qu'il y aura la Chine. Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Pour le moment, ils y vont et ils se taisent. Ils sont volontaires. Ils se taisent, vraiment. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, je pense à une chose, ce qui serait grave si l'Ukraine entrait dans l'Union européenne, c'est que, et c'est peut-être la raison pour laquelle, à mon avis, en ce moment, ils sont en train d'accélérer les choses, c'est que, en fait, on deviendrait co-belligérant. Oui. Et à ce titre, on serait obligé d'aller aider l'Ukraine. Mais on est déjà, Maryse, on est déjà co-belligérant. Oui, mais là, ce serait officiel. Non, mais tu as raison, voilà. Marine, de dire ça, parce qu'on serait co-belligérant, et à ce moment-là, ça serait d'autres armes. Parce que... Les tactiques russes différentes. Ouais, et vous savez bien que la Pologne réclame aussi les armes nucléaires. Oui, c'est vrai. Les Polonais réclament... Enfin, ils ont l'intention de se doter d'armes nucléaires. Mais enfin, bon, on en est sur l'intention. Hein. C'est le président de la Pologne qui a dit ça. Mais bon. Au fait, Philippe, toi qui as des contacts en Pologne, tu as entendu parler de ça? Non. Non, pour l'instant, non. En tout cas, je peux vous dire que les Polonais, ils ne font pas confiance aux Français, ni aux Allemands, et encore moins aux Allemands. Ben, ils ont bien raison. Hein.
Ils m'ont dit clairement, ils veulent protéger leur pays par leurs propres moyens, parce qu'ils font pas confiance. Bon, alors l'Ukraine, on va arrêter. Juste une petite parenthèse. J'ai pris le temps de faire une petite enquête sur Monsieur Anthony Rota, qui était le président. Juste deux mots de ce que j'ai trouvé. Il avait perdu sa place de président de la Chambre de communes, mais il était resté député jusqu'en 2025, où il a pris sa retraite parce qu'il n'était plus président, mais il avait été élu comme un député pour représenter sa circonscription. Donc, il avait toujours l'argent, il touchait toujours les indemnités. Il touchait sa portion en tant que député. Voilà. En 2025, en avril 2025, il a pris sa retraite et il n'est plus membre du Parlement. Oui, et tandis que dans une entreprise privée, quand tu perds ta place, tu n'as rien. Moi, je vais vous parler d'autre chose. Accrochez-vous tous. Oui, exactement. On va parler de la quoi? Eh bien, mon Dieu, de Madame Lagarde. Car là, c'est vraiment inquiétant. 8h42 sur BFM Business et sur RMC Live. Il est là avec Marc Fiorentino qui vient d'arriver et qui a accepté quasiment tous les sujets que je lui ai soumis. Quasiment, on a acheté un à la poubelle. Je vous dirai lequel dans quelques instants. On commence avec Christine Lagarde. Sur le départ, apparemment, selon le Financial Times, elle n'irait pas au bout de son mandat. Comment vous accueillez cette nouvelle? Je connais déjà la réponse. Je sens que vous allez me dire des horreurs. Non, je ne vais pas vous dire des horreurs. Je suis très surpris que dans les commentaires sur ce qui se passe à la Banque de France et à la BCE, on ne parle pas de l'ingérence politique alors qu'on nous parle de l'indépendance des banques centrales. Moi, je suis choqué par ce qui se passe. C'est-à-dire que Vous ne pouvez pas dire qu'on n'en parle pas, on n'a fait que ça cette semaine. Non, on parle, mais pas sous l'angle sur lequel on devra en parler. C'est-à-dire donc sur des gens qui démissionnent avant la fin de leur mandat pour qu'on puisse nommer d'autres gens avant la présidentielle. Oui, alors ce qui m'amuse, c'est que quand Trump s'attaque à Jay Powell, le patron de la Banque centrale américaine, qu'il insulte, ce qu'il ne devrait pas faire, mais qu'il a demandé éventuellement à ce qu'il parte avant, parce que, évidemment, il n'était plus en accord avec la politique de la Banque centrale. C'est partout, première page des journaux, c'est horrible. Mais alors, quand on demande au patron de la Banque de France, et puis maintenant à Christine Lagarde, de quitter leur poste avant leur terme, pour ne pas que le prochain président et le prochain gouvernement élu démocratiquement en France, quel qu'il soit, je veux dire, on peut avoir ses opinions sur n'importe quel parti, mais il se trouve que ce sont les Français qui vont voter. Mais François Gallo, il dit c'est ma décision personnelle. Évidemment. Je veux dire, il était tellement pressé de rejoindre une association que... oui, alors c'est très bien, évidemment. Vous dites c'est impossible, c'est pas sa décision personnelle. Il est forcément poussé vers la sortie. C'est pas sa décision personnelle. Et deux, pour la BCE, je trouve qu'on est dans un déni de démocratie, mais total. Je suis hyper choqué par ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on considère que globalement, les Français peuvent mal voter. C'est ça qu'on est en train de dire. Et qu'ils vont voter pour des gens qui sont tellement, tellement irresponsables qu'on ne veut pas leur laisser la décision de participer à la décision de la nomination du prochain patron de la Banque centrale européenne. Je trouve ça, pour moi, c'est scandaleux. C'est-à-dire que c'est un déni de démocratie, c'est un jugement par avance sur les gens qui vont nous gouverner, et donc on ne laisse pas au prochain gouvernement la possibilité de prendre ses décisions en toute indépendance. Donc il faut créer... C'est le même coup qu'avec Madame de Montchanin pour la Cour des comptes. Madame de Montchanin, qui était ministre de l'économie, est passée à la Cour des comptes, et puis elle a approuvé ce qu'elle avait mis en musique. Mais c'est complètement fou. Et là, ils vont nous refaire le coup. Alors, ils nous font le coup avec le directeur de la Banque de France, et puis avec Madame Lagarde. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est fou, ça. On ne change pas une équipe qui gagne. Ah ouais. Mais c'est complètement fou, c'est un déni de démocratie. Il a raison, le gars. Complet. Mais apparemment, ça ne va pas se faire, ce que j'ai cru comprendre aujourd'hui. Ah bon? Mais bon, j'y crois pas beaucoup. Enfin, déjà, il y a le gouverneur de la Banque de France et puis Madame de Montchanin. Ça en fait deux. Alors, jamais 203.
Philippe, je vais me permettre de poser une question. Quelles sont les options que les Français ont? Pour... Ah bah rien. 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 Rien, bien évidemment. Qu'est-ce que tu en penses, Maryse? Ouais. Il y a rien, on n'a rien en main, rien du tout. On n'a aucune carte, Maryse? Ah ouais, non. Enfin. Mais pourtant, Ah si, attendez, on va descendre dans la rue, Maryse. je croyais qu'on était en démocratie. Moi, je veux bien, mais il y a longtemps que je pense que ça ne sert plus à rien, malheureusement. Mais Michel, ça serait possible ce genre de choses au Canada? Ça va être fortement combattu. Ça va être fortement combattu déjà au niveau des parlements, etc. Je pense que la législation française devrait pouvoir doter certaines institutions, pour ne pas parler des citoyens, certaines institutions d'un contre-pouvoir. Parce que là, pour le moment, on a l'impression que ceux qui sont au pouvoir peuvent décider unilatéralement de certaines décisions, de certaines opérations, sans qu'il n'ait quelqu'un qui puisse venir contrer ou venir s'opposer à cela. Au Canada, on a des structures qui font que le gouvernement ne peut pas se permettre n'importe quoi, le Parlement ne peut pas se permettre n'importe quoi. Il y a vraiment des contre-mesures qui peuvent combattre une décision qui serait une décision inique Parce que là, Michel, là, on parle de démission. Alors évidemment, c'est des démissions un peu étranges, mais on parle de démission qui fait que, eh ben, finalement, le président actuel, qui n'a plus que 11%, 11% de... À mon avis, c'est excessif. Et alors, 11% de Français est avec lui maximum, d'après Maryse, et il va décider de ce que notre prochain président pourrait faire et pourrait... C'est fou. Hein. Mais il ne va pas démissionner. Mais enfin, comment? C'est pour ça que je dis que les Français devraient pouvoir revoir leur législation, parce que si jamais les choses ne sont pas présentées avec... Je ne connais pas très bien la législation française et peut-être que je m'avance sur des choses que je ne maîtrise pas, mais on a l'impression qu'il n'y a pas un contre-pouvoir, il n'y a pas quelque chose qui pourrait contrôler les décisions unilatérales du président. Pour le cas de Lagarde, c'est Merckx et le président français ou la présidente française qui pourraient donc changer. Enfin, et là, Lagarde se dit: ah non, non, je m'en vais. Je m'en vais juste avant que Macron s'en aille. Voilà. Oh. Bah, ça veut dire que Macron, il a verrouillé tous les postes. Il a placé ses copains. Bah, voilà, le Conseil constitutionnel et autres. Mais Philippe, qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est Magouille et compagnie, c'est la continuité de 80 à 95. On place les petits copains, on s'arrange que ça reste comme ça, et puis voilà, quoi. Mais c'est Magouille et compagnie. C'est-à-dire qu'ils savent très bien depuis longtemps que s'ils donnent le pouvoir au peuple, ils sautent. Soit d'un côté ou de l'autre, ils sautent. Oui. Ils n'auront plus leur siège, ils n'auront plus la mainmise. Donc ils essayent de garder les organes de pouvoir, comme les finances là, avec les finances, parce qu'ils s'imaginent que les autres ne vont pas savoir, savent pas compter, quoi. Ils ont pas été en cours de mathématiques à l'école. Voilà. Mais de toute façon, ils ne croient pas du tout à la souveraineté du peuple. Non. Pas du tout. Ils n'en ont aucune confiance, ils n'y croient même pas. D'ailleurs, bon, il n'y a qu'à regarder ça avec l'affaire Einstein. Enfin, on voit qu'il y a des gens ils sont au-dessus de tout. Mais c'est invraisemblable. Mais ils ont dit que chez les Russes, Epstein, c'était KGB, il paraît. Mais comment peut-on se dire vraiment que ces gens ont fait de telles horreurs, et puis pas seulement des horreurs sexuelles, mais des magouilles de pognon, parce que c'est de ça, en fait.
C'est ça. Des initiés qui sont C'est du licenciés. pognon. Hein. C'est du Ça y pognon. est, il est arrêté, hein, l'ex-prince Andro, là. Il est arrêté, hein. Ah, pas pour la même chose. Non, non, il a été relâché. Hein. Ah oui, mais c'est garde à vue. Oui, mais il a été relâché parce que finalement, bon, il a, C'est pas il sur a Epstein. donné des renseignements quand même. Hein. Non, c'était sur autre chose, sur Oui. la divulgation des informations privilégiées. C'est ça. Hein. C'est Il a surtout donné que- des renseignements. Il a donné des renseignements à Einstein. Et tu sais, Philippe, pour revenir un peu à ce qu'on était en train de dire, j'ai suivi dernièrement le président Macron n'est pas tellement apprécié l'intervention de Madame Mélanie Non. en disant qu'il n'a que s'occuper de son pays, pourquoi il veut donner des leçons chez nous. Mais c'est exactement ce qu'il a fait. toujours fait. C'est ce qu'il fait toujours. Je le revois encore venir en Afrique et donner des leçons aux Africains, comment ils doivent diriger les choses. C'est vraiment une politique des pharisiens. Faites ce que je vous dis, mais pas ce que moi je fais. Et quand on lui redonne sa propre potion, il n'apprécie pas du tout. Oui, voilà. Il était venu à Moldavie. Tu te souviens, Michel? Il était venu à Moldavie pour les élections présidentielles avec Metz et autres. Lui, il ne fait jamais d'ingérence. C'est un ami. Oui. Un ami qui Et vous puis dit bien. pour reparler de Mme Mélanie, eh bien, elle avait raison de parler de ces attentats d'extrême gauche. Hein, parce que l'Italie, alors là, ils en ont pris des attentats à la tronche. Hein, et moi, je me rappelle très bien, j'étais à match et j'avais fait une enquête sur les brigades rouges qui étaient en France. Et on les avait trouvés sur le Minitel. Alors, le Minitel, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Franciscain Azula. Ils étaient sur le Minitel. Incroyable, incroyable. Après, on était allé les planquer. Ils étaient dans un bistrot italien près du Châtelet, un truc comme ça. Enfin bon, voilà. Mais elle a raison de parler des Brigades Rouges. Elle a raison de parler de tous ces gens qui sont des terroristes. Hein, Oui, mais on l'a extradé, non? Le monsieur qui était habité enfant pendant Alors les moi, années. par contre, je voudrais vous dire quelque chose. Je vais choquer certainement, mais je suis très choqué par le ton tellement agressif qu'il peut y avoir contre M. Mélenchon. Parce que bon, peut-être qu'il a... Bon, il l'a cherché. Peut-être. Mais quand même, alors là, c'est une... Là, Je sais vraiment... aussi affirmatif. Hein? Je suis pas un fan nécessairement de M. Mélenchon, mais là, c'est une faille qui est utilisée. Hein. Peut-être que les extraits des informations que je vois à son sujet, il est justement en train de parler des mouvements contre les agressions, etc. Donc, c'est peu que je ne vois qu'une portion de ce qui est dit, mais je pense qu'on essaie aussi de le noircir un peu plus que... Ouais, on essaye de le couler directement, fini. Oui, c'est vrai, parce qu'ils ont qualifié la France insoumise comme l'extrême gauche. Moi, je ne suis pas d'accord. Il y a des extrêmes gauches dans la France insoumise, mais pas tous. Si. Désolé, hein. Mélenchon, quand même, il avait... présidentiel, il avait quand même 17 millions, non? Qui ont voté pour lui. N'exagérons pas. Moi, je crois que la France, LFI, c'est bien à gauche. Hein. La gauche, mais pas extrême gauche. Ouais. Bah, tu regardes le nombre de mecs de Mao qui est là-dedans, tu te dis que c'est pas l'extrême gauche. Écoutez, Philippe, il y avait quand même 7 millions qui ont voté pour Mélenchon. Dans 7 non, mais d'accord, mais ça n'a rien à voir. Les votes n'ont rien à voir avec les gens qui sont derrière. Hein. Oui, mais ils sont en train de cataloguer une catégorie de la population. Je suis désolée, je ne suis pas d'accord. Il y a ce journaliste qui est passé à la télé pour dire que c'est la lie de la population française qui vote LFI. Donc, il a qualifié... Non, mais ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Il faut pas... C'est ce que je disais, ce que j'étais en train de dire, c'est que là, haro sur le Baudet, sur Mélenchon, moi, je ne suis pas d'accord. Mais bon, parce que tu écoutes, par exemple, Europe 1, tu te dis, mais
quelle horreur, mais vraiment, alors là, c'est à partir de 6 heures du matin, les mecs, ils tapent. Ils arrêtent à 9 heures. Hein. C'est fou quand même. Hein. Mélenchon, c'est un bouc émissaire quelque part. Hein. Comment? Il est bouc émissaire quelque part. Hein. Oui, oui, peut-être. Mais enfin, c'est vrai, c'est ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire Oui, je suis qu'il faut d'accord pas avec taper- vous, Philippe. il faut pas Mélenchon, taper, il est taper comment trop il dessus. est. Mais enfin, bon, si on peut taper, on peut quand même taper un peu. Bah oui, mais on tape un peu trop sur Mélenchon et c'est pas bien. Oui. Oui, mais à ce moment-là, tu sais, Mélenchon, c'est un Khmer. Hein. oui, à ce moment-là, tous les partis. Alors, tu dis que Mélenchon n'est pas extrême gauche, mais alors. C'est un Khmer. Hein. Non, c'est pas un extrême gauche, Mélenchon. Mais alors, C'est un Khmer. pourquoi d'autres seraient d'extrême droite? Tu vois, bon. Mais à cause de leur politique, ils sont d'extrême droite. Parce qu'il y a certains critères qu'il faudrait réunir pour pouvoir être d'une extrémité à l'autre. Il y a des critères qui sont vérifiés dans certains groupes de droite, qui sont vraiment de l'extrême droite, tout comme il y a certains éléments qui sont vérifiés Mais de alors, ceux qui quels sont sont ces critères, Michel? Pardon? Quels sont ces critères? Il faudrait que je puisse, honnêtement, il faudrait que je puisse revoir ça. J'avais suivi les déclarations de quelqu'un. Je vais retrouver le document et je pourrai définitivement en parler un peu plus. Mais par rapport au ministre de la Justice, c'est lui qui a décrété que LFI est l'extrême droite, l'extrême gauche, pardon. Par contre, une décision de la justice n'a pas qualifié LFI d'extrême droite. Ils sont considérés de la gauche. Ils sont de la gauche. Ils ont toujours été catalogués de la gauche, mais ce n'est que le ministre qui est passé pour dire que lui considérait qu'ils étaient de l'extrême droite. En tout cas, c'est M. Darmanin qui a dit ça. Ce qu'il y a de certain, c'est que c'est un drame qui est arrivé en France. Bon, mais relativisons parce que, à mon avis, ça a toujours existé. Oui. Moi, je me rappelle très bien, j'en suis un des témoins, lors d'une exposition pour le Sud-Vietnam, pour le Sud-Vietnam, où j'avais des On va photos, discuter là. où j'avais des photos. On va se disputer là, Philippe. Eh bien, un des organisateurs avait été pendu par des maoïstes à Paris. C'était donc en 70. Et les maoïstes en question, ils sont arrivés avec des battes de baseball, des trucs. Ils ont pendu le mec. Vous vous rendez compte? Donc, ça a toujours existé. Mais Voilà. vous savez, mes amis, le pauvre monsieur, le Quentin qui était mort, hein, même s'il était extrême droite, même si son CV est assez sale, certaines entre parenthèses, qu'il était vraiment quelqu'un violent, etc., il ne méritait pas la mort. Personne ne mérite la mort. Je suis contre la violence. Mais maintenant, ce qui est ignoble, c'est que tous les partis politiques utilisent ça comme argument pour les élections. Vous voyez? C'est vraiment politisé tout ça. C'est quand même malheureux sur une mort. Hein. Et d'abord, je pose la question, c'était pas un hasard que deux groupes étaient là. Hein. C'est pas un hasard. À mon avis, il y avait quelqu'un qui tirait les ficelles derrière dans deux côtés. Non. C'est un malheur. C'est un malheur qui est arrivé. C'est une horreur, quoi. Et pourquoi ils profitent maintenant, Philippe, s'ils n'ont pas planifié? Et pourquoi ils profitent maintenant à fond de ce problème malheureux? Parce que ce sont des choses, ça en politique, ce sont des choses qui arrivent. Hein, c'est que, bon, voilà, on profite d'un seul coup de C'est pas un hasard. Hein. Moi, je trouve pas, c'est pas un hasard. Merci. Est-ce qu'il y a eu la même réaction avec les cas des personnes qui ont été tuées par l'extrême droite? Oui. Est-ce qu'il y a eu la même répercussion au niveau... Oui. Enfin, il n'y a pas eu énormément de personnes. Par exemple, Madame Le Pen. Hein? On a accusé par exemple Madame Le Pen. Madame Le Pen n'avait rien à voir là-dedans, c'est des skinheads. Non, des skinheads, Michel. Le RN fait partie de l'extrême droite, oui ou non? Mais écoute, oui.
Oui, oui, on peut. C'est considéré comme extrême droite. Oui. C'est ça. C'est considéré. Ouais. Et Philippe, j'ai trouvé les informations que je cherchais au sujet des qu'est-ce qui qualifie un parti d'extrême gauche. Il y a le rejet fondamental. Le parti que je déteste spécialement, c'est l'extrême centre. Il faudrait encore que l'extrême centre soit centré. L'extrême centre en France, c'est Macron. Il est décentré, c'est ça le problème. Il est décentré, c'est pour ça que je ne sais pas si vous avez vraiment un extrême centre. Honnêtement. Bien, eh bien, écoutez, il est 20h54. Je vous remercie tous les quatre. Bon, un vœu vraiment, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête en Ukraine. Absolument. Oui. Vraiment, À il faudrait que ça s'arrête. Et alors, attendez, on en est à combien de morts? Personne ne le sait, en fait. Non. 1 million. Parce que ce serait 1200 par jour, donc... Oui. 1200 par jour, et puis ça dépend des côtés, parce que 1200 par jour des deux côtés, de chacun. Non, côté ukrainien, oui. Ah oui, oui. Ça dépend aussi des francs, ça dépend des projections qui sont là. Donc, c'est une estimation. Je pense qu'on connaîtra les vrais chiffres lorsque tout sera terminé. Zelensky l'a dit que chez lui, il y a 67 000 morts. Oui, oui, c'est ça, oui. Ça m'étonnerait. Il a oublié 2-0, oui. Est-ce qu'il a cette population-là pour cela? Non, même la BBC, avec, je ne sais plus comment ça s'appelait, nous dit qu'il doit y avoir entre 700 et 800 000 morts. Et de puis, chaque côté, c'est ça? Côté ukrainien. Une chose qu'on n'a pas parlé, c'est des rafles de civils, des hommes dans les rues. Ah, c'est horrible. Il y a une vidéo qui est passée là aujourd'hui, assez terrible, parce que jusque-là, on voyait les Ukrainiens qui commençaient à se rebiffer sérieusement contre les miliciens qui kidnappent les gens dans les rues. Et là, j'ai vu une vidéo où les miliciens sortaient les flingues et tiraient. Ah bon? Oui. Ah bon? Pour enfourner les gars dans un fourgon, ils avaient utilisé les armes, ils avaient tiré. Oh. J'ai vu ça dans une vidéo aujourd'hui. Et puis, il y avait un recruteur qui a été assassiné dans la rue. Vous vous rappelez? Oui, bah ça va arriver. À mon avis, je pense que quand ça va se terminer, il y aura des règlements de compte qu'il va y avoir à ce niveau-là. C'est sûr et certain. Dans tout pays où il y a eu ce genre de choses, ça s'est produit. Mais là, il y avait une escalade. Là, les gars, ils ont sorti les flingues, ils ont tiré. Mais alors, Philippe, les gens que tu connais en Ukraine, ils te racontent ça? Ils te racontent même ceux qui sont contre la Russie et tout, ils sont choqués de voir les vidéos des rafles et puis de leur famille quand ils appellent, qui leur racontent de ce qu'ils voient aussi dans les rues. Hein. Ça, c'est choquant pour tout le monde. Hein. Ah, oui. Mais le problème qui se pose aussi, c'est le fait que même si jamais il réussissait quand même à recruter de force des personnes, quelle est la proportion des désertions au niveau de l'armée ukrainienne? Ah, mais il y a un régiment derrière qui leur tire dessus, qui vont au demi-tour. Il y a Azov qui est derrière, qui les mitraille. Justement, c'est pour ça qu'une fois au front, il y a certains qui désertent, tout simplement. Écoutez, si vous dites qu'ils ont manque des soldats, et pourquoi Zelensky a décidé que la coalition internationale soit terminée? J'ai entendu parler que ça y est, c'est éclaté. C'est fini, ils sont rentrés chez eux. Ça fait 2 semaines de ça. Oui, et pourquoi? Non, mais... Il y a l'argent pour les payer. Non, mais les gens, les Américains, les Français, etc., qui sont en Ukraine, sont redirigés donc chez Azov, je crois. Ah bon? Oui. J'avais vu un article du Monde là-dessus. Oui. Bon, écoutez, je vous remercie. Remercie beaucoup. Merci Maryse, merci Ti, merci Philippe. Merci, à bientôt. Merci. Allez. Bon appétit. Au revoir. Au revoir. And this is why we raised the critical issue of China's support for Russia's war of aggression
against Ukraine. Le grand problème pour Volodymyr Zelensky avec ces révélations, c'est qu'elle cloche tellement avec l'image qu'il s'était créée avec son personnage fictif Vassil Holoborodko dans la série Serviteur du peuple. Je me félicite de l'adoption ce matin de trains de sanctions visant des individus et des entités ayant porté atteinte aux intérêts de la France